Bonsoir Claude Pomerleau, merci d'accepter de venir nous parler, nous informer encore ce soir. On a une émission assez remplie, puis en plus qui va rappeler des souvenirs aux gens. C'est qu'on va avoir une partie, une section, on va s'intéresser à la politique nationale et une autre partie où est-ce qu'on va s'intéresser à la politique internationale. Alors, élection fédérale. Élection fédérale. Mais c'est juste pour dire, ces deux parties-là, ça nous rappelle un peu point de bascule. Là, oui, oui. C'est un mini point de bascule qu'on va faire. Fait que, on a deux volets, donc l'élection fédérale, très intéressante, hein, parce que l'enjeu, finalement, le Québec ne va pas peser vraiment sur les résultats finaux, d'après moi, OK? Mais la question de la nation du Québec et ce point porté par Legault. Legault, il a fait des sorties, c'est très précis, c'est très justifié. Et puis, sur les revendications du Québec concernant la laïcité, OK, dire au fédéral qui est là, qui n'est pas là. Puis là, on voit les chefs, un après l'autre, bégayer, sauf qu'on comprend que le fédéral va intervenir. Peu importe qui sera au pouvoir. Pourquoi? Parce que le fédéral finance des organismes qui sont déjà dans une poursuite judiciaire. Ils vont continuer à financer. Tu ne verras jamais un parti élu à Ottawa qui va dire on vous coupe les fonds parce que vous êtes en train d'entreprendre une démarche judiciaire contre la loi 21. Là. Ça n'arrivera pas. Donc, c'est tous des menteurs, sauf Trudeau, que lui, on comprend que lui, il dit, gars, je vais y aller. Puis là, on peut se demander, comme Martineau, on est fou. Tu sais, à une autre époque, on élisait René Lévesque, puis Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau. Là, on est en train de dire, nous, on est derrière massivement la loi 21. Puis là, Trudeau dit, va, gars, je vais vous la démolir, on va prendre tous les moyens de l'État pour le faire. On vote Trudeau. C'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est disons, la posture que le premier ministre du Québec a. C'est-à-dire que, on a vu, il est sorti là, avec ses revendications à l'ouverture de la session, ça, tout ça. Puis là, il cite Bourassa, maintenant, etc. Il dit que ces revendications sont basées sur le fait que nous sommes une nation distincte. Donc, je reviens à Bourassa, OK? Il pousse l'affaire. Et puis, et non pas une nation civique, hein? C'est une nation distincte, qui a une culture. Et puis que là, ce qu'il demande, c'est essentiel à son existence, à cette nation-là. Puis là, nous, ça fait un bout de temps qu'on fait des vidéos, tout ça, puis c'est assez clair que l'enjeu, là, on est dans une bataille existentielle. Alors donc, concernant, mettons, l'immigration, il va avoir tous les pouvoirs. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Statistique Canada nous annonce qu'en 2036, on va être 70 % de langue maternelle au Québec. Ça fait que, tu sais, y a-t-il une raison d'agir sur l'existence, là? Fait que c'est la première fois que, depuis je ne sais plus combien de temps, peut-être 50 ans, finalement, depuis Daniel Johnson, que en avant, peu importe souverainiste, fédéraliste, il y a quelqu'un qui est premier ministre du Québec qui dit, gars, on est dans une bataille existentielle. C'est ça la déclaration, c'est ça la portée de cette déclaration-là. Et donc, tu sais, on se demandait tout le temps, quand on discutait de la CAQ, tu sais, il y a des angles morts, tu sais, fédéralistes, peut-être des affairistes, etc. Bon, mais là, du côté de l'affirmation d'une nation culturelle, politique, tu sais, là, c'est assez ferme. C'est beaucoup plus structuré, puis, disons, proactif que le Parti québécois a pu être. Tu
comprends? Mais c'est très concret. Et dans ce qu'on disait de plusieurs vidéos, on revient tout le temps à, le référendum, c'est une fiction, OK? Et puis, la vraie game, la vraie partie se joue sur l'édification de l'État du Québec. Puis, gars, le plus possible, tu sais, sortir le Canada du Québec, OK? Et non pas sortir le Québec du Canada. Donc, sortir le Canada du Québec, puis, gars, à un moment donné, ça ressemble à une situation de fait où ce que, tu sais. Et donc, pendant ce parcours-là, il faut que tu aies une majorité derrière toi, une cohésion nationale derrière la proposition politique qui est faite. Sinon, tu pédales en avant, puis regarde, ils vont juste te tirer le tapis sous le pied, puis à un moment donné, tu n'existes plus. C'est une proposition que la nation historique, dans son instinct, là, elle pense que ça ne tient pas la route. Puis dans le cas du référendisme, puis du blablabla, puis on a vu encore avec le Parti québécois qui n'a pas compris que ses propositions pour refonder le parti, tu comprends-tu, ça a été écrit par un comité de cégepiens, là, tu sais, c'est pas sérieux, là, on n'est pas dans les affaires d'État. Non, l'autre, c'est plus sérieux. Oui, oui. Puis on voit bien que ça a été travaillé. De la minute qu'on a entendu les demandes, on le sait que il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus sérieusement. On peut nommer Guillaume Rousseau, on peut nommer Simon Jolin-Barrette, qui ont produit la loi 21 finalement. Alors, c'est ça qu'on s'aperçoit que c'est sérieux parce que lui, il vient nous le dire, le premier ministre, mais les gens sont au travail en arrière. Oui, c'est sûr que lui, s'il s'avance, parce que, personnellement, là, je t'aurais dit, il y a plusieurs mois, regarde Legault, ça n'a pas encore eux, ça n'a pas encore eux. Mais là, en arrière, dans le War Room, il a ouvert la porte à des patriotes sur le thème identité, nation, et puis il est sérieux, il est sérieux. Puis là, il y a un autre volet, économie, fait, de ce côté-là, dans ce département-là, ils ne doivent pas être contents de ça, mais par contre, ce qui les tient, tu comprends-tu, avec un appui populaire assez massif, c'est exactement ce thème-là. Ça fait que lui, il est en adhésion avec ce que la nation souhaite. Regarde, vas-y morceau par morceau, c'est ça le message. Puis à chaque morceau que tu mets, tant que tu as leur appui, tu avances. Tu avances. Puis devant toi, tu as l'État fédéral. L'État fédéral qui vise notre assimilation, c'est très clair. On a fait une capsule là-dessus, la négation de la nation. C'est un argumentaire d'évolution des statuts constitutionnels, juridiques, etc. La Cour suprême là-dedans, regarde, on est en train de nous... Fait que, lui, c'est d'ouvrir la cage un peu, là, tu sais, c'est ça. Alors donc, puis là, il reste à voir si, à un moment donné, le Bloc là-dedans, comment... Ils peuvent, parce que le Legault, lui, en tant que chef d'État qui a des intérêts d'État à défendre, peu importe qui va prendre le pouvoir au fédéral, il y a une façon de présenter l'affaire, OK, qui est assez sobre pour dire, voici, ça prend ça, 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 notre existence est là, c'est ça que ça prend pour notre existence. Ça ressemble un peu à la lecture de Daniel Johnson, OK, et moi, je vois un rapprochement entre les deux. Et d'ailleurs, dans le programme de 2015 de la CAQ, il citait le slogan de Daniel Johnson, le Québec d'abord de l'élection de 1966, qui, au cours de cette élection-là, il avait présenté sa petite plaquette « Égalité ou indépendance ». Donc, là, on s'en va peut-être sur le volet égalité, tu sais, dire, gars, on va te mettre d'en face que, gars, on est égal, parce que quand il dit au fédéral, tu n'as pas d'affaires dans la laïcité, en réalité, ça touche la charte fédérale, et donc, oui, ils ont d'affaires, tu comprends? Je veux dire, mais lui, il dit, gars, tu n'as pas d'affaires là, donc il se comporte comme un État, et non pas comme une province dans le fédéral, soumis à la charte et à la Cour suprême, etc., et aux grands principes
qui sont l'incapacité provinciale et le principe fédératif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller créer un régime de droit sur les droits dits fondamentaux qui soient différents dans le pays, etc. OK, ça, si t'es fédéraliste, tu sais ça. D'ailleurs, le Parti québécois s'était soumis à ça. Et puis, on apprend ça dans le livre de Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, là, le naufrage, là, il relate son expérience comme conseiller de l'Élysée à l'intérieur. Il voit des choses. Et il était, à un moment donné, sur la proposition de dire, gars, on va amener des actes d'État significatifs, OK? Oubliez votre référendum tout de suite, mais si tu oublies ça, gars, il faut que tu arrives avec du punch. Pas les lunchs à l'école. Non, il y a du punch, OK? Et dans cette proposition-là, et là, on apprend quelque chose dans ce livre-là, c'est que la stratégie de la charte qui a été employée par la CAQ a été proposée au Parti québécois par Frédéric Bastien avec comme conseiller Guillaume Rousseau. C'est incroyable. Fait que là, il s'est fait dire, la clause dérogatoire, ouh, là, tu comprends-tu? Ils ont avalé le cadre juridique de la Constitution canadienne qu'on refuse de reconnaître. Mais avale-la pas si ça ne reconnaît pas, OK? Alors donc, regarde, la clause dérogatoire, elle devrait être utilisée, puis ça aurait dû être le Parti québécois du départ, OK? Du départ. À chaque fois qu'il était au pouvoir, aurait dû, toutes les lois du Québec sont adoptées avec la clause dérogatoire, point final. Il aurait dû se donner une constitution, mais ils n'ont pas cette envergure-là. Ils sont dans l'insignifiance, OK? C'est triste à dire parce que moi, je les ai appuyés, puis bon, etc. Mais c'est ça. Alors donc, là, on apprend que Bastien, il amène ça à Rousseau. À Rousseau, c'est-à-dire Bastien avec Rousseau, bon, finalement, il amène ça à Lisée. Lisée se tourne de bord, s'en va au caucus. Il revient. Oh! C'est incroyable, là. T'sais. Puis là, l'autre, il regarde ça, il dit ils n'ont rien compris. Ça en va pas au front avec ça. Non, là, non. C'est une culture politique à l'intérieur de ce parti-là. Regarde, c'est éteignoir complètement. Là, t'sais. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on apprend. Fait que, mais là, lui, quand il arrive à la CAQ avec ça, je ne sais pas par quel canal, OK, il y a un noyau, OK, stratégique, OK, puis qui ont une vision claire de la stratégie. À l'intérieur, c'est des souverainistes, des patriotes, ça. C'est des patriotes. C'est là, ça, exactement. Okay? C'est ça que c'est. Ouais, OK? ouais. Les autres sont dans le game tout de suite. Il n'y a pas le grand soir en 2026 parce que Tout de suite. Tout de suite, on est dans le game, on les confronte à Ottawa. Et là, on voit ça dans l'élection, OK, qu'ils bégayent. C'est sûr qu'après, ils vont arriver avec la matraque. Un coup, que peu importe qui est au pouvoir, ils vont arriver avec la matraque, puis c'est ça qui va être le match. Ça va être au moins là-dessus, tu sais. Mais dans le cas de l'immigration, c'est vital pour le Québec de contrôler tout, okay, et arriver dans l'évolution à ce que notre immigration soit francophone et de culture civilisationnelle compatible. Tu comprends? Ça n'a jamais été Fait aussi que tu ne bien poses dit. plus la question de l'intégration. C'est ça, Okay? exactement. Tu t'en poses plus, cette question-là, c'est fini. Parce que là, quand c'est ton existence de nation, un statut de nation, parce qu'on va être un groupe ethnique à 70 tout ça, on perd le contrôle de notre État. Et puis, on est un groupe ethnique, on s'en va vers la louisianisation, mais il y a encore une majorité de francophones, mais il n'y a plus de poids politique, il n'y a plus de nation politique, OK? C'est un groupe ethnique là, que tu as, c'est ça. Donc, c'est existentiel. Et quand c'est existentiel, c'est, regarde, tu prends tous les moyens. Tu prends tous les moyens. C'est ta survie. C'est ta responsabilité première en tant que chef d'État du Québec, le seul État francophone, où on a une prise sur cet État-là, c'est de défendre l'existence même de ta nation. T'sais. Mais si tu regardes dans
Tu sais, la démarche souverainiste, OK, depuis des 50 dernières années, ça n'a jamais été l'existentiel, OK? René Lévesque en parlait au début, en 77, tout ça, mais après, quand toute la gang de progressistes, blablabla, idéalistes, etc., arrive, c'est plus l'existence. Ça, tu ne parles pas de l'existence de la nation, là, tu fais peur au monde, là, tu dramatises, tu sais, je veux dire. C'était pas pour ça qu'on se battait, parce qu'on se battait pour un projet de société, tu sais. Puis c'est ça. Fait que ça nous amène au bloc, parce que ce que je disais, c'est que Legault ne peut pas arriver avec une rhétorique qui est, tu sais, comme en haut là, de son octave, là, tu sais, par rapport à qu'il incarne les intérêts d'un État, il dit voici, c'est présenté très sobrement, mais avec détermination. Le job est fait. Oui. Le Bloc, lui, OK, quand il soutient l'argument que, tu sais, on a besoin de tous nos pouvoirs en immigration, c'est parce que notre existence est en jeu. Mais là, c'est pas ça que tu entends. Tu comprends? Lui, il pourrait dramatiser. Lui, il pourrait sortir le livre disparaître, puis voici l'argument. Statistique Canada nous le dit, puis voici l'argument, puis ça ne nous tente pas de disparaître. C'est pour ça qu'on veut avoir nos pouvoirs. Comprenez-vous? OK? C'est ça. Alors, mais ils ne franchissent pas cette ligne-là. Tu sais. Ils veulent paraître plus verts que verts, etc. Puis ils n'ont pas loin de faire des arguments sur la verdure. Parce que c'est très simple l'argument qu'il y a à faire concernant cette question-là. C'est qu'il n'y a aucun parti sur la scène nationale, OK, qui peut produire une politique sur l'environnement qui soit crédible. Pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés dans un État pétrolier. C'est ça, c'est là que je voulais que tu arrives, parce que ce matin, M. Legault rappelait qu'il y avait eu une discussion avec Jason Kenney, il n'y a pas longtemps, à la rencontre des ministres, qui ont eu même un repas, les deux ensemble, qui a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Ils se comprennent, ils savent, mais M. Legault doit respecter la population québécoise qui ne veut pas. Ben oui, c'est ça. Donc ici, il y a une cohésion nationale sur le territoire et ça tient à la géographie. Tout simplement, on a un cadeau de la géographie, l'hydroélectricité. Eux autres, ils ont un cadeau de la géographie, c'est le pétrole sale. Et donc, ça, c'est ça on a la politique de sa géographie. OK? C'est ça. Donc, l'argument du Bloc, c'est juste ça. Exactement. OK? Et donc, tous les Verts qui nous disent, nous, on est fédéralistes, dans le Canada, on veut une politique verte. Regarde, vous êtes dans les illusions. Arrêtez de dormir, là. OK? Si vous êtes sur le territoire québécois, il y a juste l'État du Québec qui peut produire une politique d'envergure. Tu sais, on est placé parmi les meilleurs au monde avec nos atouts pour la produire, puis ça fait partie de nos intérêts de la produire. Et donc, garde, encadre-toi dans cet État-là, puis dis-toi que si cet État-là a tous ses pouvoirs, bon, mais ça sert la crise climatique, blablabla, si vous êtes sérieux. OK? Si vous êtes sérieux. Donc, tous ceux qui vont, les progressistes et confus, là, qui vont aller voter pour un parti fédéraliste parce qu'il est vert, là, regarde, ils dorment au gaz. Puis c'est il va en avoir du gaz de serre. Oui, oui. OK? Oui. C'est ça que c'est. Non, c'est simple à produire. L'autre affaire, et là, c'est haut sur le thème la verdure du gazon, c'est que le Bloc qui pense qu'ils ont trouvé une idée de génie avec la péréquation verte. OK? La péréquation verte. Oui, oui. Explique-nous qu'est-ce que c'est, ça. Bien, la péréquation verte, c'est tout simplement ceci, c'est qu'il y a des pollueurs, puis il y en a qui ont un bon comportement. OK? Et donc, il y aurait une péréquation qui serait distribuée, payée par les pollueurs, bénéficiaires, ceux qui sont... Ben oui, mais là, on est favorisé par la géographie, OK? Donc, tu demandes, dis à l'Alberta, qui veut faire un référendum pour éliminer la péréquation, dis, gars, on a une idée, on va la peinturer verte, ça va te coûter plus cher. Bon, gars,
Ils ont réfléchi longtemps. Oui, ils vont réfléchir longtemps là-dessus, là. Tu comprends? Tout ça pour dire je suis vert, alors que sur le thème de la péréquation, regarde, on l'a fait ici avec mon ami Christian Rivard. Écoute, l'argument est simple. Le Bloc avait une chance incroyable de s'inscrire au centre du jeu en disant, voici, nous, on va s'inscrire. Parce que ça, c'est le Bloc, c'est pas le chef d'État du Québec qui parle. Donc, il peut s'allonger le cou, puis en mettre plus, tu comprends-tu, pour susciter des réactions, puis en réalité, le gars, c'est pas moi qui dis ça, j'attends. Ah, c'est intéressant. Tu sais, le gars peut dire, ouais, c'est intéressant. Y a-tu quelqu'un d'intéressé là-bas? Oui. Oh, on est prêt à en discuter. Tu comprends? Ah oui. C'est lui qui, oui. le Bloc a, tu sais, normalement, là, le Bloc, c'est le corps diplomatique dans l'État canadien de l'État du Québec. OK? Si tu te vois de même, là, je l'ai déjà présenté de même à un député du Bloc qui m'a dit oui, c'est ça. Mais vous avez essayé 2 fois aussi d'éclairer leur lanterne. C'est ça. Ben oui, ça, cette proposition-là, c'est de dire, Jason Kenney, c'est simple, la péréquation, OK, nous, on comprend que c'est une tutelle, on veut s'en débarrasser, mais il faut comprendre que cette péréquation-là, c'est un programme qui a été mis en place en 1954 parce que Ottawa s'était accaparé le pouvoir de taxation directe, les impôts sur les entreprises et puis les droits de succession. Ottawa s'est emparé de ce pouvoir-là qui appartenait au Québec, OK? Et donc, on veut récupérer ce pouvoir-là, puis on vous laisse la péréquation, OK? Puis en même temps, ça va remplir, disons, dans votre doctrine politique, OK, une fonction essentielle, c'est-à-dire qu'on réduit les capacités du fédéral de dépenser. Fait que tu vas amincir le gouvernement nécessairement, puis ça, c'est votre souhait, hein, le plus, tu sais, le plus fou. Oui. On va réduire la taille de l'État. De l'État fédéral. Bon, mais regarde, là, tu as ta recette. Non seulement ça, mais là, on t'apprend que vous autres aussi, vous aviez cette juridiction-là sur vos impôts. Oui. Alors, on peut-tu se mettre ensemble, puis on récupère ça d'Ottawa? Oh. Et là, tu dis que tu t'en vas par Ottawa. Si tu récupères des impôts qu'ils collectent sur ton territoire, qui sont plus élevés qu'ailleurs, toi, l'Alberta, bien là, toi, tu n'aimes pas ça, faire payer l'impôt au monde. Bien, gars, réduis leur impôt. Gars, ils vont tous applaudir. Oui. Tu sais? Ben oui. Fait que là, mais le Bloc, s'il se plaçait au centre du jeu avec ça... Il n'a jamais vu passer ça. C'est parce que là, la question fondamentale qui se pose par rapport au Bloc, c'est quelle est sa pertinence? Oui. OK? Donc là, le monde se dirait, hé, tabarnouche, c'est quoi l'historique? Ah oui, Duplessis qui s'est abattu, Jean Lesage s'est abattu. Oh, oui, il se ça, raccorderait. Daniel Johnson s'est abattu pour ça. Comment se fait qu'on a arrêté de se battre pour ça? Mais d'ailleurs, tu as dit, il vient de manquer un moment historique. Ben oui, c'est historique, parce que là, regarde, l'autre, c'est parce qu'il faut comprendre là, que, regarde, on va faire une prédiction sur l'élection fédérale, OK? Trudeau va être élu, OK? Maintenant, moi, je suis, tu sais, l'écran radar sur l'Ouest, tu balayes ça, tu sais, médiatiquement, là, puis là, regarde, les autres, là, la perspective que Trudeau arrive encore au pouvoir... Ils sont prêts. Non, mais regarde, la réaction va être forte, OK? La réaction va être forte. Puis, ils vont voir que, regarde, tu n'as pas de capacité. On n'a pas le nombre de sièges pour faire un changement. L'Ontario est multiculturel, 41 comtés ou majorité, ce sont des diversités culturelles, etc. Puis eux autres, les enjeux se jouent sur leur intérêt, ethnique, tu sais, grosso modo. Tu sais. Fait que là, tu vois l'orientation politique du Canada. Bref, eux autres, dans l'Ouest, ils vont avoir une réaction forte. Puis j'ai lu sur l'intention, mettons, les appuis à une indépendance de l'Alberta, Ouais. OK?
sont à peu près égales que ceux au Québec présentement. Oui. Okay? Oui. Mais l'indépendance de l'Alberta, ça n'a pas de réalité politique. Par contre, OK, le sentiment d'aliénation pourrait les emmener très loin, OK, dans la remise en cause de la cage constitutionnelle de 1982. Et là, regarde, ça se passe, là, tu sais, puis toi, t'es là, le bloc, là, hey, oh, pas vite. Ils vont avoir vu... C'est pas, au lieu de ça, ils disent, voici notre position sur la péréquation verte, on va vous en collecter bien plus que maintenant. Tu comprends? Ils se braquent complètement contre un allié, OK? Exactement. Un allié objectif, OK? Oui. Contre Trudeau. C'est ça. OK? Et donc, ils sont dans le camp de Trudeau pour dire oui, la péréquation, c'est leur position au bloc. On a droit à ça, on se fait avoir ailleurs. Ben, ça, c'est tous les souverainistes qui pensent de même, là. Oui, oui. Tous les souverainistes pensent de même. François Blanchet n'a pas, voyons, comparé ça à le coup de la Brinks. Bien, il dit, regarde, ils nous menacent. Ils nous menacent. L'Alberta nous menace de nous enlever la péréquation. Ouais. Ils veulent nous refaire le coup de la Brinks. C'est bon, qu'est-ce que tu as amené? Parce que c'est ça. Tu comprends? Hey, enlève-moi pas ça! Enlève-moi pas ça! C'est la position du bloc. C'est le coup de la Brinks si tu enlèves la péréquation. Non, mais regarde, on va voter bloc, mais regarde, si tu veux, je te dis. On va voter bloc? Oui, OK. On va avoir un match de bloc. Est-ce que ça te prend une position souverainiste dans l'État fédéral? Là, tu ne laisses pas la place, là, peu importe qui est là puis qui délire. Là. Il vaut mieux avoir un souverainiste que dire j'ai envoyé un libéral, puis après ça, gars, ils vont me talocher, mais gars, je l'ai envoyé, donc j'y ai donné la légitimité de me talocher. Tu sais. Bon, c'est moindre mal, OK? C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Concernant la péréquation, tout ça, c'est sur Vigile, le bloc, tout ce que vous avez présenté au bloc aussi pour... Oui, ça a été publié sur Vigile. Ça a été publié. Comment se débarrasser de la péréquation. Alors, pour ceux qui veulent voir le fond de l'argument, là, c'est là. Ça se tient. Et oui, exactement. Tu dis que la projection, ta projection, c'est celle que Trudeau va gagner, va être élu à nouveau. Si c'était les conservateurs, quelle sorte de tableau ça nous donne, ça? Bon, c'est ça, parce que là, un ou l'autre, il faut savoir en quoi ça sert la cause, tu sais, puis comment on pourrait en tirer parti. On a vu, si les libéraux sont élus, il va y avoir une réaction très forte à l'Ouest, ça c'est sûr, et là, on aurait peut-être la chance de les aider à frapper sur Ottawa. Maintenant, si les conservateurs sont élus, fait que hier, il y avait Scheer qui était à Radio-Canada, français, et puis il disait, là, c'est sûr que Radio-Canada, ils ont sorti tout ce qu'ils pouvaient, là, tu sais, pour lui nuire au Québec, et puis donc favoriser les libéraux. Mais là, ils l'ont braqué sur Énergie S. Ils ont dit là, vous savez que, bon, il n'y a pas d'acceptation, Québec s'y oppose, Là, Scheer, il dit, bon, bien là, regarde, c'est dans l'intérêt national. Alors, c'est très clair que Scheer, s'il était élu, lui, il utiliserait même le pouvoir déclaratoire du fédéral pour faire passer Énergie Est. Donc, là, ce que ça créerait, parce que vous se demandez en quoi ça sert la cause, là, ce que ça créerait, c'est que le Québec, là, Legault, qui a pris une position très ferme, même en qualifiant ça de pétrole sale, ouais. Tu sais, je veux dire, insulte. Tu comprends-tu? Sa position est très ferme, est très solide, OK? Alors donc, tous ceux qui sont sur le grand thème vert, là, le grand brassage planétaire, tu sais, je veux dire, puis que c'est épouvantable, puis Legault, il n'est pas crédible là-dessus, etc. Mais là, lui, il est crédible sur Énergie Est plus que n'importe qui, plus que le Parti québécois avant. OK? Alors donc, il serait obligé de se rallier derrière le gouvernement du Québec. Et là, tu parles de qui, là?
sais, tu parles de progressistes, gauchistes, tu parles des Autochtones. Ça, c'est encore bien plus sérieux, tu sais. Parce que les Autochtones, il y a eu, à un moment donné, il y a 2, 3 ans, une entente, tous les Autochtones d'Amérique du Nord, pour bloquer le développement de pétrole de l'Alberta. Et là-dedans, bien, c'est les Premières Nations du Québec qui sont incluses. Et là, il sera au front. OK? Alors, là, tu aurais un clash. Tu sais. La politique, là, c'est fait d'antagonistes, OK? Et puis, ça désigne l'intensité des unités en présence. Tu comprends? Et là, tu ne pourrais pas avoir plus clash avec intensité que l'Ottawa nous impose le passage d'énergie S. Tu vois la dynamique politique qui apparaîtra. Oui. OK? Alors donc, ça servirait la cause. Tu sais. Fait qu'un ou l'autre, il y a un intérêt. Puis, c'est qu'il faut voir comment utiliser la dynamique et non pas se présenter des pétitions de principe. Tu sais. Ouais. Moi, je suis vert, je suis contre les conservateurs. Regarde, tu sais, je veux dire, c'est ça l'affaire. Mais là, la position du Québec, au moins, elle est porteuse. Tu comprends? Elle est porteuse. Parce que Legault, il faut rappeler que la CAQ, OK, en 2012, ils ont fait une crise parce que Daniel Breton, quand il a vu arriver une RJS comme possibilité, il dit « Wow, minute, c'est là qu'on va voir si on est maître chez nous. » Puis là, les bonardelles de la CAQ, tout ça, c'est épouvantable, c'est un malade, il empêche l'économie, etc. Tu comprends? Là, ils ont eu un changement radical, c'est ce cas de le dire, là, tu sais. Fait que là, donc, là, on est dans une... s'il était là en train de dire « Oui, nous, ça sera bon pour l'économie, etc. », là, on serait démoralisé, là, tu comprends? Mais là, de la position ferme que le gouvernement du Québec a, bien, regarde. Parce que la population refuse. Il n'ira pas à l'encontre. Il y a cette intelligence-là de dire, regarde, moi, je ne suis pas là pour faire un combat idéologique. Je suis là pour servir une nation historique et je me mets en adhésion avec cette nation-là. S'ils me disent, regarde, on ne veut pas de ça pantoute, bien, moi, j'en veux pas pantoute non plus. C'est aussi simple que ça. Fait que là, c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, il place ses pièces pour dire, voici, si on s'en va là, nous, notre position est claire, puis voilà. Et puis donc, ça, c'est porteur, tu sais. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est que l'État est d'abord territorial, et qu'est-ce qu'il dit? C'est que nous, sur notre territoire, on est souverain concernant ce dossier-là. Point final. OK? Puis on est prêt à aller au match. Et puis là, ça arriverait de partout derrière. Oh oui. Il serait obligé de se rallier à... Tu comprends? Tu sais? Ça serait comique de voir Québec solidaire applaudir le gouvernement. Trudeau. Pas Trudeau, mais Legault. Legault. Mais Trudeau, il n'est pas dit que Trudeau ne va pas l'imposer aussi, là. Oui, okay? Exactement. Non, sauf qu'il masque sa position. Oui. Mais c'est ça. Donc, un ou l'autre, pour conclure sur cette élection-là, peu importe la perspective, il y a quelque chose à tirer de la situation qui va être créée le 21 octobre au soir. Il y a quelque chose, mais regarde, il faut d'abord comprendre, puis penser, parce que là, c'est ça le problème des souverainistes, ils sont incapables de penser en termes d'intérêt d'État. Ils sont dans l'idéologie, dans la morale, dans le... Tu comprends? C'est pas sérieux, là. Tu parles de quoi, là? Tu parles de faire de l'État du Québec un État souverain. Commence à t'inscrire dans une doctrine d'État, là. Ça va aider. Mais quand même, avec la CAQ, l'autonomisme... c'est l'édification de l'État. L'édification de l'État. That's it. Puis hier, juste pour ajouter, ils viennent de créer un bureau du Québec à Ottawa. Du Québec à Ottawa. Alors, ils créent un bureau du Québec à Ottawa. C'est une délégation diplomatique. Ben oui. C'est ça? Tu
comprends? Il y en a partout en Toujours sous prétexte de l'économie, mais ils s'en vont parler aux ambassades, parce que c'est ça qu'il a dit. Il dit, c'est là que sont les ambassades. Alors, on va avoir un bureau, donc une ambassade. Agir Regarde. comme un État. J'aime ça. Oui, oui. Oui, j'aime ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été comblé comme ça. Oui, c'est ça. Mais ça fait longtemps qu'on est dans cette réflexion-là. Puis là, on voit des morceaux arriver, puis donc, c'est le fun de voir ça, là. Alors, on est rendu à l'international et puis il est arrivé un événement majeur en Arabie Saoudite. Et pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que ça révèle? Bien, il y a eu une attaque sur un centre pétrolier qui est un centre de stabilisation du pétrole et ça traite la moitié du pétrole d'Arabie Saoudite qui correspond à 5 du pétrole sur le marché mondial. Et donc, les installations, ils ont subi des dommages. Dans quelle mesure, on ne sait pas. Mais la réaction, ça a été, le prix du pétrole a monté, on s'est énervé. Et puis là, en tout cas, les déclarations en Arabie Saoudite, c'est de ramener le calme, puis de dire, finalement, ça va être réparé, etc. Mais qu'est-ce que ça révèle? OK? On est au Moyen-Orient et c'est très complexe. Tu sais, il y a une boutade sur le Moyen-Orient qui dit que si vous pensez avoir compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. OK? Alors donc, on va essayer. Mais il y a moyen de voir au travers de tous ces brassages-là des déterminants de politique. OK? Qui fait que il y a un développement qui s'est fait, et puis il y a des acteurs politiques, des acteurs étatiques qui ont des intérêts et qui sont divergents, mais très fortement, on va le voir. Et il y a des rapports de force qui se jouent, OK? Et tout ce brassage-là, c'est la dynamique politique qui dure depuis un bon moment. Depuis, en réalité, ça a commencé... il faut comprendre que le déterminant clé pour moi, c'est l'Israël avec une doctrine d'État qui s'appelle le sionisme, qui se trouve à être, pas compliqué des affaires au monde, là, mais une conquête de territoire beaucoup plus large que celui attribué en 1948 ou sur les frontières de 1977. Et puis donc, ça suppose tasser les Palestiniens, les réduire, OK, et annuler les capacités d'États arabes autour de former une résistance pour défendre la cause palestinienne. Grosso modo, là, on peut dire ça. Et une doctrine d'État, c'est quoi? C'est tous les moyens de l'État au service de cette politique-là. Et l'Israël a une forte influence sur la politique américaine. C'est un euphémisme qu'on pourrait dire, mais tu sais, on n'est pas dans la théorie du complot, là, c'est très visible. Tu sais. Puis d'ailleurs, les Américains eux-mêmes disent que, gars, ils vont aller au front pour Israël, puis tout ça, le lien est très fort, OK? Et donc, dans un contexte où, à une époque où il y avait les deux blocs, hein, le bloc américain puis le bloc soviétique, donc il y avait comme un équilibre et puis il y avait des zones d'influence qui étaient départagées, plus ou moins respectées, mais en gros, à partir du moment où l'URSS implose et puis tout ça tombe, là, il reste une puissance, bon, qui s'en va. Et en conjoncture avec la doctrine d'État de l'Israël, donc, éventuellement, et ça, c'est le général Wesley Clark qui le dit, le général américain qui le dit, on n'est pas dans la théorie du complot, il dit, à un moment donné, je me suis fait intercepter à Washington, puis on me dit, gars, voici la liste des pays qu'il faut éliminer, OK? Il faut faire imploser. Il faut
Et puis, il y a un plan aussi qui est connu, public, etc., à l'effet que ces États-là qui peuvent représenter une résistance à les visées d'Israël, OK? Bon, mais ils doivent être réduits dans leur capacité de nuisance, c'est-à-dire les faire imploser, puis amener des conflits interconfessionnels, interethniques à l'intérieur, puis nourrir ça, ce qui fait qu'ils n'ont plus de capacité de jouer dans le jeu géopolitique des visées d'Israël. Grosso modo, c'est ma manière de le voir. Et puis, là, les pays qui ont tombé, hein, l'Irak, la Libye, le Yémen, OK, puis ce que Wesley Clark disait, il disait le dernier, c'est l'Iran. OK, bon, mais on a puis on voit que effectivement, c'est arrivé. OK? Et donc, la Syrie qui était sur la hit list, OK? Là, quand la coalition, OK, l'Arabie saoudite, hein, l'Israël, les États-Unis, avec les Européens qui sont devenus des poudules de l'Empire, OK, parce qu'ils ont renoncé à leur souveraineté pour s'enfermer dans le fédéralisme européen. Alors, eux autres, tout ça, ils décident que avec les pions djihadistes qui vont s'attaquer à la Syrie et que là, ils vont renverser ce régime-là. Puis là, le territoire va être dépecé entre les Kurdes, le Sunnistan, puis, OK, on voit le portrait, c'est ça. Puis ça allait très bien leur affaire, c'est déclenché. Puis à un moment donné, la Russie va s'interposer parce que ça devient clair que sur ce parcours-là de destruction, la marche de l'empire du chaos, OK, qui arrive à l'Iran, en réalité, arrive à la Chine et arrive à la Russie parce que à ce moment-là, tu as des groupes terroristes qui prendraient de la puissance, puis de la capacité de nuisance, puis qui s'en iraient sur ces territoires-là, eh bien, et ça, tout ça, c'est dans une visée globaliste de domination, ce qu'ils appellent le full dominance spectrum, mur à mur planétaire. OK? Alors donc, les Russes et les Chinois, les Iraniens, par la force des choses, là, et donc les Russes vont intervenir en Russie, pas en Russie, en Syrie, excuse-moi, et puis là, le match va se renverser parce que là, c'était l'avancée des djihadistes. Il était comme Assad, avec ses forces, n'était pas capable de les contenir. Et puis, il allait tomber. Donc, c'est là que la Russie intervient en Syrie. Et donc, là, ils vont regagner du territoire. Mais ce n'est pas encore tout à fait clair, définitif, que la Syrie a rétabli sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ça reste à voir. Mais là où c'est très clair, où ce que la souveraineté sur le territoire, on ne l'entame pas, c'est en Iran. Et là, on va arriver à notre histoire de l'Arabie saoudite. Oui. L'Iran c'est vu comme un danger mortel pour l'Israël. OK? Ça fait que l'Iran, pour l'Israël, c'est une fixation. Il fallait l'attaquer, réduire ses capacités, etc. Mais au temps d'Obama, ils ont dit, gars, on va faire, parce qu'ils craignaient que l'Iran développe l'arme nucléaire. OK? C'est ça l'argument. Et c'est un danger existentiel pour l'Israël. On comprend leur réaction puis leur motivation. Obama, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait avec d'autres pays une entente avec l'Iran sur le nucléaire. OK? Pour dire, voici, si vous renoncez à enrichir l'uranium pour arriver à l'étape où vous pouvez produire une bombe, puis qu'on peut le surveiller, puis vous encadrer là-dessus pour s'assurer que ça n'arrivera pas, à ce moment-là, on va lever des sanctions économiques contre vous. OK? Alors ça, la Russie est partante là-dedans, elle est partie prenante. Et là, ça ne va pas.
ils vont se conformer à ça. La partie qui, eux autres, leur engagement, leur obligation, ils vont se conformer à ça, puis l'Agence atomique, etc., va surveiller ça, puis ils vont dire oui, oui, ils se conforment, tout ça. Sauf que les sanctions économiques ne sont pas levées. OK? Alors, arrive Trump. Lui, Trump, il forte influence d'Israël. Hein? Il leur a fait des cadeaux incroyables. C'est ça, OK? Alors donc, lui, il dit, si je t'ai élu, moi, cette entente-là, je la scrape. OK? Donc, les États-Unis se retirent de cette entente-là, Trump. OK? Et là, pourquoi? Parce qu'ils veulent renégocier sur la base que l'Iran renonce à toutes ses capacités balistiques de défense. Là, qu'ils se désarment. Là, ils y a une vulnérabilité. Se mettre dans une pleine vulnérabilité face aux Américains, aux Israéliens, etc. Regarde. OK? En anglais, ils appellent ça un non-starter. OK? Ça ne part pas, ça. Là, OK? Mais les autres, ils croient ça. OK? Et là, ils se disent, on va augmenter toutes les sanctions, puis on va l'étrangler économiquement, l'Iran. L'Iran, à un moment donné, ils se disent, OK, vous avez sorti, les Européens qui sont supposés respecter, eux, sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont aucune souveraineté puis sont sous domination américaine. Et donc, ils maintiennent des sanctions et puis ils demandent à l'Iran de respecter sa part du contrat alors que tous les autres ne le respectent pas. Or, quand on ne respecte pas la part du contrat, dans cette entente-là, il est prévu que l'Iran peut reprendre son enrichissement d'uranium jusqu'à ce que les gens rentrent et respectent l'entente. Donc, c'est ça la situation. Alors, on voit que la tension monte à mesure que l'enrichissement monte là, pour l'uranium qui mène à l'arme nucléaire comme eux autres nous disent. OK? C'est ce qu'ils prétendent. OK? C'est pas sûr. Hein? Maintenant, là, l'Iran décide, ils sont en train de nous étrangler économiquement. OK? Ils ne veulent pas qu'on vende notre pétrole. Eh bien là, et là, c'est très important parce qu'il y a des déclarations qui ont une portée géopolitique qui est considérable. OK? Et là, ils disent, si on ne peut pas vendre notre pétrole, les autres ne pourront pas vendre leur pétrole. OK? Et si vous voulez amener ça jusqu'à un conflit régional de haute intensité, on est prête. Et la question qu'il retourne, c'est « Vous autres, êtes-vous prêtes? » C'est ça, là. Juste ces deux lignes-là, vous gardez ça. Gardez ça, OK? C'est ça qui est la clé de toute la suite. OK? Donc, les Iraniens décident que les pétroliers, qui à un moment donné, ils ont eu des petites bombes attachées à leurs flancs, juste piqûres de moustiques, OK? Juste pour dire, gars, Détroit d'Ormuz, 25 du pétrole consommé sur la planète passe par là. Gars, pouf, pouf, on vous met. Juste pour vous dire que, gars, ça aurait pu être une grosse bombe, ça aurait pu être bloqué complètement. OK? La portée de ça, c'est que si ça amène une hausse du prix du pétrole, et à chaque fois qu'il y a une hausse très importante du prix du pétrole, là, tu t'en vas dans le 150, 200 $, 250 $ le baril. OK? C'est une crise économique mondiale qui s'ensuit et une crise financière, parce que tout tient par la dette. OK? Alors donc, ils ont ce levier-là. On a dit, gars, là, les Américains arrivent pour sécuriser la place. Ils envoient le grand drone, un drone qui est grand comme un 747, là, OK? Qui a coûté plus que 100 millions à développer. Et puis là, eux autres, pouf, le drone tombe. OK? Les Américains font saisir un bateau iranien, supposément que ça en allait en Syrie, parce qu'il y a un blocus là des Américains. Puis là, les Iraniens, ils saisissent un bateau, OK, pétrolier, alors qu'il était escorté par un navire de guerre anglais. Ils ont dit au navire de guerre anglais, si vous intervenez, vous avez un clash. Ils n'ont pas intervenu. OK? Alors donc, on continue à augmenter les mises dans le poker menteur.
OK? Et là, le Yémen, c'est là que le Yémen arrive. Parce que le Yémen, c'est à côté de l'Arabie saoudite. Et puis le Yémen, bon, il y a une guerre civile, un conflit. Puis là-dedans, il y a une partie des Houthis qui sont liés à l'Iran. OK? Fait que l'Iran, petit à petit, les a emmené une capacité de défense. On parle d'une guerre qui est partie en 2015, 2014, 2015. Puis la grande coalition américaine, européenne, israélienne, saoudienne, etc., on va écraser cette gang de pouilleux-là. Tu sais, je veux dire, mais 5 ans plus tard, non. Et entre-temps, les Iraniens leur emmènent des capacités de frappe avec des drones puis des missiles. OK? Puis ça monte en intensité. Puis là, la dernière, on arrive à l'événement. OK? L'Arabie saoudite, son grand centre pétrolier de stabilisation pour exportation, paf! OK? Et là, à chaque fois que cette grande alliance-là mange une tape, tu sais, c'est des taloches, là, tu sais. Là, c'est des taloches, puis là, ils se présentent comme... Tu sais, c'est nous autres la puissance, là, tu sais, c'est la planète, tu comprends? C'est la guerre... on mange des taloches. Tu sais, on mange des taloches, mais là, à chaque taloche, ils disent, on va se fâcher, on va se fâcher. Mais ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas. OK, pourquoi? Parce que le rapport de force, la phrase que je te disais tantôt, si vous êtes prête à payer le prix d'une guerre, OK, haute intensité régionale, ils ne sont pas capables de le payer, ce prix-là. OK? Parce qu'on l'a vu avec l'Arabie saoudite. OK? L'Arabie saoudite a troisième budget de défense, là, OK? Puis là, ils ont toute la quincaillerie américaine. Là, c'est-à-dire, nous sommes les génies nous sommes en avant de tout le monde, etc. Mais regarde, tu n'as pas été capable de voir arriver les drones ou les missiles puis les neutraliser. Alors qu'au Liban, il y a un mois, le Hezbollah a abattu des drones israéliens. Okay? Tous les pays autour sont tous protégés. Turquie, c'est ça, Iran, c'est ça. Puis là, tu sais... Par la Puis, pour se moquer d'eux autres, Poutine, il dit aux Saoudiens, vous devriez acheter notre batterie anti-aérienne. Elle est efficace. Il fait une décision. Il fait un sale pitch en arguant les Américains, tu comprends? Mais là, les Américains, là, on arrive à l'Arabie saoudite. Alors, qu'est-ce que l'Arabie saoudite? C'est un lieu fort géopolitique. Pourquoi? Parce que on ramène l'histoire de... le dollar s'appuie, tu sais, en 1971, de la fin de la guerre jusqu'à 1971, sur l'étalon or. OK? Et là, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'or pour appuyer leur dollar. Bref, en 1973, autour, il y a la montée du prix du pétrole. Puis là, ils décident qu'ils vont l'appuyer sur le pétrole et que tout le monde sur la planète doit passer par le dollar US pour acheter du pétrole. Et ça, c'était ancré sur l'Arabie saoudite. Et ça, c'était la deuxième partie d'une entente qu'il y avait eu en 1945 entre Roosevelt puis le roi de l'Arabie saoudite, où ce qu'il disait, Roosevelt, nous, on va vous protéger et vous nous vendez votre pétrole et vous restez dans le giron américain. Et là, déclaration de Trump dernièrement, on n'est pas là pour protéger l'Arabie saoudite. Ce pétrole de l'or, c'est un peu dollar monnaie de réserve, là. Tu comprends ça? Et là, les Saoudiens s'aperçoivent que finalement, le gars il payait la protection à une espèce de mafia, puis quand le trouble arrive, la mafia dit « Regarde, débrouille-toi, là. » Tu comprends? Fait que c'est ça la situation. C'est que, et là, cette dernière attaque-là, là, ça a eu une résonance planétaire, de dire « Oh, tu comprends ça? » Là, il y a une compagnie qui s'appelle Aramco, qui est la compagnie nationale saoudienne de pétrole, et qui estime avoir un actif d'une valeur de 2000 milliards et qui voulait aller à la bourse. Mais comment vaut l'actif d'une compagnie qui n'est pas capable de protéger ses actifs? Tu comprends? C'est big, là. C'est big, ça, cette histoire-là. Et là, on voit que les Américains avaient offert la protection, pas capables de la fournir. Tu comprends? Puis, les Saoudiens font quoi? OK? Les rencontres qu'il y a eu entre l'Arabie saoudite et la Russie, c'était quoi? Bien,
la Russie, les autres se présentent toujours comme le courtier. Tu comprends? Ils sont courtiers. Ils ont des cartes. Ils ont les batteries antiaériennes S-300, S-400, et ils ont les petites batteries mobiles qui s'appellent les Panzer, qui auraient éliminé ces affaires-là facilement. Là. OK? Parce que eux aussi, en Syrie, les Russes, ils ont subi des attaques de drones, puis ils les éliminent, là, tu comprends? Fait que là, il y a une démonstration pour toute puissance étrangère à regarder et dire, regarde, la quincaillerie américaine, elle vaut quoi exactement? Exactement. Tu comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Fait que c'est tout ça qui se joue. Oui, mais OK? le Mais c'est pas monde, fini. le monde se rend compte que l'Arabie Saoudite, c'est pas protégé. Bien, c'est parce que la protection américaine, elle vaut quoi? Tu sais, c'est la grosse question, là. OK? Big, 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 big. Fait que là, les Iraniens disent, vous allez revenir à la table, puis vous allez enlever les sanctions, OK? Puis parlez-nous pas de renoncer à nos batteries de défense, de missiles, là, OK? C'est oublier ça, là, tu sais. Mais là, les Français, eux autres, ils sont en arrière et ils disent, ouais, on va essayer d'arranger ça, mais il faut renoncer à vos batteries de missiles, gars. C'est complètement ridicule. C'est même pas une compréhension de la situation. Les Iraniens vont jamais abandonner leur capacité de se défendre. Là. Oubliez ça, là, tu comprends? Alors donc, sur la bombe nucléaire, en fait, si on se fie à Khomeini, là, ils n'en veulent pas. Ils n'en ont pas besoin. Puis effectivement, à cause de la géographie, à cause de leur capacité balistique, OK, ils sont dans un rapport de force favorable présentement. Et la question qu'ils posent aux autres, c'est êtes-vous prête à un conflit majeur régional, haute intensité? Oui, non. Et si vous n'êtes pas prête à relever les sanctions, il n'y a plus de pétrole qui va se vendre. Et gars, on va te monter ça degré par degré. Tu sais, petite taloche, plus grosse taloche, gars. Ça va s'en aller de même, OK? Et donc, si vous vous demandez c'est quoi la suite, là, la suite, c'est que l'Iran va continuer à augmenter son intensité. Et il est arrivé un événement en Syrie, je disais ça hier, c'est que les Russes avaient fourni des batteries anti-aériennes, les S-300, très efficaces, mais il y avait une entente avec l'Israël pour ne pas que ça soit utilisé pour que l'Israël puisse venir bombarder des positions iraniennes en Syrie. Oui. Et puis là, semble-t-il que la Russie a donné le feu vert à la Syrie et que dans le dernier mois, la Russie avait dit à Israël les incursions pour bombarder, ça nuit à notre lutte contre le terrorisme, le rétablissement de la souveraineté territoriale de la Syrie. OK? Alors donc, ligne rouge. Il n'y avait plus de marge de manœuvre de ce côté-là. Protège. Oui, parce que dans le dernier mois, il venait d'avoir envoyé des drones au Liban. Il avait bombardé des positions en Irak, des forces qui sont pro-iraniennes. Et il avait bombardé une position Hezbollah en Syrie, et puis un lieu stratégique, puis qu'il y avait eu des morts. Et puis donc, il y a eu une réplique du Hezbollah par après. Mais c'est pour dire, regarde, la Russie dit, regarde, le ciel est dénié. Oui. OK? C'est ça. Quand un État peut s'affirmer comme ça en face d'un autre État, ça veut dire que l'autre État a un rapport de force très faible. Bien, c'est-à-dire qu'ils ont pu, l'évolution des rapports de force depuis, je dirais, 10 ans, fait en sorte que la proposition américaine n'a plus de crédibilité. Puis la doctrine d'État d'Israël, le Grand Sion, ils vont la revoir ou ça dérape. Et puis, quand on parle du conflit de haute intensité régionale, il faut comprendre, le Hezbollah, si l'Iran subit une attaque, une balle, c'est ça qu'il a dit. Il dit tirer une balle sur notre territoire, vous avez la totale. Donc, ça serait, à ce moment-là, toutes les bases américaines, là, OK,
c'est tout vulnérable aux missiles puis aux attaques terrestres. OK? Et là, tu as le Hezbollah qui a, selon les renseignements israéliens, une centaine de mille missiles de toutes sortes d'affaires, avec dont des missiles de précision, comme on a vu, qui ont frappé l'Arabie saoudite. Fait que là, tu te regardes, tu te dis « Wow! » Ça serait... tu comprends? Il y a un prix à payer. Or, pour le moment, ils ne sont pas prêts à payer le prix et l'Iran va continuer à monter les mises. Jusqu'à temps qu'il y ait un ajustement sur la réalité des rapports de force en présence et qui va mener à des nouveaux statuts. C'est toujours ça qui mène à un nouveau statut. C'est l'appréciation correcte des rapports de force en présence. Si tu ne l'apprécies pas correctement, bien, tu payes le prix puis tu te rajustes plus tard, mais à ton détriment. Alors, c'est à suivre. Et plus tard, cet automne, on va faire une capsule globalisme contre souverainisme. C'est ça. Puissance maritime contre puissance terrestre, comme les clés pour dire, interpréter tout ça. Et on va voir que depuis très longtemps, ça évolue. Et puis, là, on est arrivé à un point d'ultime bascule avec l'histoire de l'Iran.